Merci. Laurent, bonjour. Vos applaudissements me suffisent, ça me va très bien. Bon. Alors, on le dit tout de suite aux téléspectateurs, on ne se connaît pas du tout. Du tout. Voilà. Je suis ravi de vous voir en vrai. Bon, oui, moi c'est encore plus joli qu'à la télévision. Tout va bien. Alors, j'ai tout à apprendre de vous. Oh là. Et c'est vrai, je suis curieuse de vous. Et je suis sûre que les téléspectateurs également, parce que, bon, voilà, on sait, vous résistez pas à un bon mot, vous êtes le grand roi des vannes, enfin bon, tout vous amuse, vous amusez aussi beaucoup, mais en revanche, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors bon... Est-ce que je sais moi-même? Il y a sans doute des choses que vous pourrez nous dévoiler, on le souhaite en tout cas, sinon l'émission est ratée. Je vais essayer de vous répondre. Alors, bon. Alors déjà, je voudrais vous dire, vous qui êtes avec nous, qu'on va parler bien sûr radio, on va parler télé, mais on va parler aussi théâtre. Et c'est en ça que moi je suis intéressée par vous, Laurent. J'ai vu la pièce évidemment parce que je la vole bien. Alors on va parler de votre hyperactivité, on va parler aussi de vos origines parce que je pense que c'est important. 5 frères et sœurs. Exactement, 4 frères et sœurs, on est 5 en tout. Dont vous. Et puis une maman qui était au foyer, oui, qui s'occupait donc de ses enfants, et puis un père donc qui travaillait au chantier naval du Havre. Qui travaillait beaucoup. Et qui travaillait beaucoup, qui était chaudronnier quand même au départ, donc un métier extrêmement dur, extrêmement pénible. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette période-là? Est-ce que vous avez gardé surtout des manques ou des absences? Des manques et des absences, non. En tout cas, sur le moment, je ne m'en rendais absolument pas compte. Moi, je pense avoir... Enfin, j'ai eu une enfance heureuse au sens où je me rendais pas compte de ce qui pouvait se passer ailleurs. Donc, quand on n'a pas de moyens de comparaison, vous savez, on n'est pas, voilà, on n'est pas frustré. Mais vous évoquez l'ennui tout de même. L'ennui, ça oui, c'est vrai, mais plus vers l'adolescence. Alors, quand j'habitais en immeuble, en HLM, puisque j'ai vécu en HLM jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, dans une petite maison. Voilà. Je m'ennuyais pas trop parce qu'il y avait quand même pas mal d'enfants en bas de l'immeuble. On s'amusait, on jouait. Il y avait tous les gosses de l'escalier. Je me suis pas trop ennuyé, sauf parfois pendant les grandes vacances parce que je ne veux pas jouer Cosette, mais il se trouve qu'il y a pas mal d'enfants qui, même en HLM, partaient en vacances avec la voiture des parents. Et moi, mes parents n'avaient pas de voiture. Mon papa a passé le permis de conduire après moi. Et donc, quand j'étais vraiment enfant, parfois, il m'arrivait de m'ennuyer en juillet ou en août, quand c'était la période où les autres partaient. Oui, ça, le dernier d'une fratrie donc de 5. Est-ce que c'est la position privilégiée d'être dernier? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est sûrement une position privilégiée quand on est un peu attendu, mais hélas, je crois que c'était pas vraiment le cas en ce qui me concerne, puisque ma maman m'a eu à l'âge de 40 ans et elle s'attendait absolument pas à avoir un 5e enfant. Elle connaissait pas la pilule. Voilà, exactement. Donc je suis pas sûr que j'ai été, au départ, en tout cas, très attendu. J'ai été sûrement bien accueilli, mais pas attendu. C'était doux tout de même, il y avait de l'affection, c'est-à-dire il y avait de la tendresse, on vous caressait, on vous prenait dans les bras ou... Je fais attention parce qu'il y a peut-être ma maman qui nous regarde, alors je voudrais pas la Elle habite toujours à... Voilà, je voudrais pas la froisser, ça me ferait du mal de lui faire du mal. Donc qu'est-ce que je pourrais vous répondre? Je pourrais vous répondre que ce sont des familles, on est en Normandie, une famille modeste, ouvrière, des parents quand même qui au départ en plus viennent quand même de la campagne, puisque en fait, ma famille, mes parents sont arrivés au Havre au moment où je suis né. C'est-à-dire que je suis le seul de la famille à être né au Havre. Tous autrement étaient de la région rouennaise et pas de Rouen, mais de petites villes de campagne autour de Rouen, Pavilly, Barentin, en Seine-Maritime. Donc un milieu rural. Plutôt. Voilà, milieu rural. Et je pense que déjà, pour eux, se retrouver dans une grande ville, il y avait déjà un décalage. Je dis ça avec le recul, hein. Évidemment, moi, je ne m'en rendais pas compte enfant. Mais je pense que ça explique aussi beaucoup de choses. Donc on ne peut pas dire que ce soit des familles au départ, très chaleureuses, très tactiles. Ne me parlez pas de ça. C'est un reproche que font encore tous mes amis aujourd'hui. Je suis incapable de toucher quelqu'un. Voilà. Qui est Monsieur Lenné? Ça dépend qui. Mais... Oui, enfin, j'espère pour vous, d'ailleurs. Mais autrement, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui embrasse, qui prend dans les bras. Pas expansif. Voilà, pas très facilement, c'est vrai. Qui est Monsieur Lenné? C'est-à-dire, monsieur, vous voulez dire monsieur l'aîné. Je pensais que vous parliez de mes frères et sœurs. J'allais dire, c'est ma sœur l'aînée. Monsieur l'aîné, c'est un professeur de théâtre, pardon. Pas de théâtre, de français au départ. Et qui nous faisait faire du théâtre à l'école. J'étais en 3e au collège. Il a été déterminant pour vous? Oui, déterminant au sens où, voilà, il m'a fait pour la première fois jouer au théâtre à l'école. Et ça a été une ouverture vers d'autres choses, des choses que je ne connaissais pas. Et puis, il a eu aussi
aussi cette appréciation incroyable dans une des rédactions que j'avais rendues en troisième, où j'avais eu, je ne sais pas quelle note, 10 ou 11, je l'ai encore d'ailleurs cette rédaction, où il avait mis votre œuvre, enfin votre rédaction est plus l'œuvre d'un chansonnier que celle d'un élève de troisième. C'est quand même assez incroyable. Ah, ouais, donc il était visionnaire. Votre itinéraire, il nous a raconté ce matin par Philippe Aiguepers. Il a le sens de la répartie. Par instinct de défense. Une nature comique et la vanne qui fuse. Il a un avantage, Poutine, quand même. À côté de lui, Jospin a l'air d'un déconneur. Un regard aiguisé sur l'actualité qui fait rire des millions d'auditeurs et de téléspectateurs. J'aurais aimé être journaliste d'ailleurs, mais j'ai l'impression que finalement, en étant humoriste, je risque de durer plus longtemps. Et c'est bien parti pour vous, Laurent Ruquier. Déjà 28 ans de radio et 24 de télé, pas mal pour un petit gars du Havre, devenu l'humoriste le plus prolifique de France, malgré des débuts, comment dire... Que celui qui n'a jamais vu un verre d'alcool Votre première télé, par exemple, en 87, c'était pas gagné. traîner sur un plateau de télé me jette la première bière. Quel chemin parcouru depuis? À la radio, où vous vous faites un nom, et sur scène, où vous n'épargnez personne. Avez-vous vu la taille de Michel Rocard? Comment voulez-vous confier la croissance d'un parti à un mec qui n'a pas réussi la sienne? Pas toujours gentil, le garçon, mais tellement insolent que ce qui devait arriver, arriva. Bien assuré pour la première fois à la télévision! Vous finissez par vous imposer sur le petit écran. Sur le plateau dont on a tout essayé! Avec une bande de chroniqueurs comme à la radio, et en solo depuis 2006. On n'est pas couché, ça veut dire aussi que j'essaierai de ne pas me coucher devant les invités. Avec plus de 700 heures d'émissions enregistrées l'an passé, vous voilà partout. À la télé, à la radio, dans les librairies et au théâtre. C'est quand même ton grand retour au cinéma. Mon grand retour? Personne n'a vu que j'en étais sorti du cinéma! Pièce de boulevard ou comédie musicale, vous réussissez presque tout ce que vous touchez. Tout en produisant de jeunes talents. Un saltimbanque hyperactif qui continue à s'amuser, quitte à ne pas toujours assumer. Je le dis devant vous, je regrette. On pense en fait que vous avez un itinéraire très linéaire. J'imagine que vous avez connu des moments, peut-être pas de désespoir, mais des traversées du désert, des galères. Ça vous revient lorsque vous pensez justement à votre parcours? Ça émerge, en fait, ça non. Bizarrement, Donc vous êtes très gâté. Oui, je pense que j'ai vraiment été gâté parce que tout est arrivé assez... Pas facilement parce que j'ai beaucoup travaillé, ça, il n'y a pas de problème, je pense que j'ai bossé, mais j'ai jamais ramé, galéré. En tout cas, je l'ai une fois, ou alors c'est que je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Paris au début dans les cabarets, on pourrait considérer que c'est, comme on disait à une époque encore plus ancienne que moi, la vache enragée, mais pas du tout, parce que moi, d'où je venais, je trouvais que déjà faire les cabarets, Caveau de la République, dont Camillo et autres, c'était formidable. Évidemment, aujourd'hui, avec le recul, certains, une fois qu'on a un peu plus réussi, on va dire, dans ce métier, entre guillemets, on dit, les cabarets, tout ça. Non, moi, j'étais évidemment heureux déjà d'être sur scène à Paris, que ce soit au Caveau de la République ou ailleurs. C'était déjà un rêve. Aujourd'hui, ça peut paraître évidemment loin. Oui, parce que les temps ont changé. Oui. Mais déjà, à l'époque, ça paraissait ringard. Quand je suis arrivé, moi, c'était en 87-88 au Caveau de la République, mais je m'en rendais pas compte. Je ne savais pas ça. Pour moi, c'était la consécration d'être au Caveau de la République. Donc, c'est pas... Et puis en plus, on gagne bien sa vie quand on fait les cabarets et les cachets. Qu'on gagne sont déjà assez importants par rapport à ce que pouvait gagner ma famille. La reconnaissance, elle passe aussi par l'argent ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout de suite, on se dit, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'en une soirée, je gagne, alors que je suis à peine connu, je fais un cabaret, je gagne ce que peut gagner mon papa en une journée, quoi. Voilà, oui, ça forcément, on y pense. Parfois, vous avez sur ce plan-là. Mauvaise conscience, non, mais un peu de culpabilité, oui. Voilà, oui, ça sûrement. Oui, ça, mes amis me disent en tout cas que c'est sûrement une des raisons pour lesquelles Vous êtes généreux. Généreux, oui. Vous partagez. C'est pas à moi de le dire, mais c'est ce qu'ils disent, et en tout cas, de pas compter. J'estime que j'ai cette chance de ne pas avoir besoin aujourd'hui de le faire, et en tout cas, j'ai jamais eu besoin de le faire, parce que c'est vrai que j'ai très vite bien gagné ma vie. Il se trouve qu'à peine j'ai démarré dans les cabarets, Jean Madou m'a engagé à Europe 1, j'ai fait de la radio, je n'étais pas à l'antenne, mais en tout cas, je gagnais très bien ma vie en tant qu'auteur et puis rédacteur en chef de l'émission de Maryse Gildas et de Jean Amadou. Donc j'étais très vite heureux, quoi. Laurent, quand on vous demande votre métier, vous savez, l'administration demande profession.
question? Qu'est-ce que vous répondez? Aujourd'hui, ça paraît un peu présomptueux, mais moi j'aime bien artiste, parce que je me sens encore artiste. Alors c'est pour ça que bon, je produis justement des artistes comme Gaspard Proust ou Michael Gregorio, là qu'on a vu, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai des difficultés à passer la rampe, par exemple, pour être producteur de mes émissions. On me demande souvent pourquoi tu n'es pas producteur d'émissions télé. C'est pour pouvoir un peu encore garder une âme d'artiste. On a passé une journée avec vous. Intense. Oh là oui. Ça commence très tôt avec vous. Alors c'est Philippe Guepers, c'est David Fossard qui vous a accompagné. Moi, je suis arrivé en 88 ici à Europe 1. J'arrivais déjà à 6h du mat. J'ai gagné 1 heure depuis quand même. Je progresse. Bonjour. Bonjour. Et voilà, et ça me permet de faire la presse pendant 2 heures, 2 heures et demie. Bonjour. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est votre petit déjeuner? Bah ouais, ça évite les croissants. Tous ceux qui font la matinale et qui bouffent des croissants, on les voit grossir d'année en année dans toutes les radios. J'ai vu hier à la télé une vacherie de Fillon sur Juppé. Je recherche la phrase exacte. Vous travaillez comme un journaliste? Oui, un peu. Je dirais même plus librement et plus facilement qu'un journaliste parce qu'on peut vraiment choisir ses angles d'attaque, ses points de vue, c'est ça qui est agréable. Oui. La presse, c'est le tronc commun de tout ce que je fais. Alors attends, après les sujets pour ne pas coucher. Ça m'est utile pour la radio, ça m'est utile pour la télévision. Voilà, par exemple, bon, ben, aujourd'hui, l'actualité, là, c'est la disparition d'Annie Girardot. Alors, mon but, c'est évidemment de remémorer les choses essentielles sur Annie Girardot en lisant la presse. La mort, vous y pensez? Oh là, sûrement, parce que peut-être je ne ferais pas autant de choses sinon. Mais j'ai déjà fait incroyablement plus que ce que j'aurais pu imaginer dans ma vie. Donc, ça, vous pourrez, si je meurs demain, vous pourrez. Ça sera bon, ça. C'est bon pour toi, Coco. Mais c'est toujours le genre de phrase qu'on repasse. Est-ce qu'il est toujours de bonne humeur le matin? Non. Mais ils sont salauds, c'est pas vrai. Je suis d'humeur égale. Laurent Ruquier, bonjour Laurent. Je voudrais revenir sur évidemment les injures de Galliano, tout le monde en parle. Salut Gaspard, salut Christine. J'aime bien travailler en bande, mais je fais aussi des choses plus solitaires comme l'écriture. Vous êtes plus solitaire que collectif? Les deux, il me faut les deux, voilà. Dans la vie aussi? Dans la vie aussi, j'aime bien être seul de temps en temps, ça fait du bien, mais j'aime aussi les bonnes tables entourées d'amis. Il est le même dans la vie qu'à l'antenne? Pareil, chiant, de mauvaise foi aussi. Ouh là là, le vieux est long. Il met la pression à ses amis en fait, soi-disant pour, tu vois, qu'on s'améliore. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui. Quelle est la part d'improvisation? Elle est totale. Voilà, c'est 100% d'improvisation. Mais en fait, t'es con quoi, les seins, c'est pas du gras. Comment ça? C'est quoi alors? C'est que du muscle? Même si on rit beaucoup et qu'on s'amuse, il faut vraiment bien surveiller les interventions de chacun autour de la table. En plus, je fais le montage en même temps, dans ma tête. C'est une attention de tous les instants, donc c'est très, très, très épuisant. Pierre, vous avez été filmé. C'est pour thé ou café? Vous savez combien je prends?